Dans l'esprit de beaucoup de gens, l'Iran reste d'abord un sujet militaire, diplomatique, nucléaire ou régional. Un pays sous sanction, un régime isolé, une puissance contestée, un foyer de tension presque permanent. Mais cette lecture est trop étroite. Car l'Iran n'est pas dangereux seulement parce qu'il est. Il l'est surtout par l'endroit où il se trouve. Et parce qu'il peut bloquer, perturber, renchérir ou faire paniquer autour de lui. Quand on regarde la carte, on ne voit pas seulement un État du Moyen-Orient. On voit l'un des points de pression les plus sensibles de l'économie mondiale. Un espace relié au pétrole, au gaz, aux routes maritimes, aux coûts d'assurance, aux marchés financiers, aux chaînes d'approvisionnement et à l'inflation importée. Et c'est précisément pour cela que la vraie question n'est pas seulement « Que veut faire l'Iran ?» La vraie question est « Pourquoi un pays déjà sous pression peut-il encore faire trembler le système mondial ?» Dans cette vidéo, il ne s'agit donc pas seulement de parler de l'Iran comme d'un acteur géopolitique parmi d'autres. Il s'agit de comprendre pourquoi ce pays reste, malgré ses fragilités internes, l'un des nœuds les plus dangereux de l'économie mondiale. Dangereux, non pas parce qu'il contrôlerait seul le système, mais parce qu'il se situe à l'endroit exact où plusieurs vulnérabilités mondiales se croisent en même temps. D'abord, l'énergie. Ensuite, le transport et le commerce. Enfin, la finance, l'inflation et la stabilité macroéconomique. Autrement dit, nous allons suivre trois axes très simples. Pourquoi l'Iran compte autant dans la mécanique mondiale de l'énergie? Pourquoi cette position transforme une crise régionale en risque commercial et logistique global? Et pourquoi, au final, ce type de tension finit toujours par revenir vers l'inflation, la croissance et la stabilité économique des pays qui se croyaient éloignés du choc? Pour comprendre pourquoi l'Iran reste un nœud aussi dangereux, il faut partir d'un paradoxe très simple. L'Iran n'est pas l'économie la plus riche du monde. Ce n'est pas non plus la puissance industrielle dominante de la planète. Son poids direct dans le commerce mondial reste limité, et son économie vit depuis longtemps sous sanctions, sous contraintes financières, sous pression technologique et sous tension politique. Et pourtant, ce pays continue de peser bien au-delà de sa taille propre. Pourquoi? Parce que dans l'économie mondiale, certains acteurs comptent par leur volume, et d'autres comptent par leur position. L'Iran appartient clairement à la deuxième catégorie. Ce qui rend ce pays structurellement dangereux, ce n'est pas seulement sa production, sa population ou son régime. C'est le fait qu'il se trouve au contact immédiat d'un des principaux points d'étranglement énergétique du monde, le détroit d'Ormuz. Autrement dit, l'Iran n'a pas besoin de contrôler l'économie mondiale pour la fragiliser. Il lui suffit d'être placé là où une crise locale peut rapidement devenir une crise de circulation, de prix, d'assurance, de fret et d'anticipation. C'est cela, le point essentiel. Dans un système mondialisé, la vulnérabilité ne vient pas seulement des grands producteurs. Elle vient aussi des goulets d'étranglement. Or, le Golfe concentre précisément cette logique. Une grande partie du pétrole mondial y sort. Une part importante du gaz de la région y transite aussi. Et un choc dans cette zone ne touche pas seulement le Moyen-Orient. Il se transmet immédiatement aux grands acheteurs asiatiques, puis aux prix mondiaux que subissent aussi l'Europe et le reste du monde. Et c'est là qu'il faut sortir d'une illusion fréquente. Beaucoup de gens imaginent qu'un problème autour de l'Iran serait d'abord un problème régional. Comme si l'effet principal devait se limiter aux voisins immédiats, ou à quelques marchés spécialisés. Mais les crises récentes sur les routes maritimes ont montré exactement l'inverse. Un foyer de tension n'a même plus besoin de détruire massivement l'offre pour produire un choc mondial. Il suffit qu'il rende les flux plus chers, plus lents, plus risqués et plus incertains. Et c'est précisément ce qui donne à l'Iran une importance disproportionnée. L'Iran est donc moins un géant économique qu'un accélérateur de vulnérabilité mondiale. Il se trouve à la jonction de l'énergie, de la mer, du risque géopolitique, de l'assurance, du commerce asiatique, de l'inflation importée et de la psychologie des marchés. C'est pour cela que sa dangerosité économique ne se mesure pas seulement en PIB. Elle se mesure en capacité de transmission. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement quand la question iranienne redevient centrale? Le plus important, c'est de ne pas imaginer un scénario trop simple. Le risque ne se résume pas à une guerre totale, ou à une fermeture complète et immédiate du détroit d'Ormuz, comme si le monde passait brutalement d'un fonctionnement normal à un arrêt absolu. En réalité, le danger commence bien avant cela.
Il commence au moment où le marché comprend qu'une zone clé devient plus imprévisible. Au moment où la probabilité d'un incident militaire, d'une frappe ciblée, d'une riposte indirecte, d'une perturbation navale, d'un sabotage ou d'un durcissement régional cesse d'être théorique. À partir de là, les prix n'attendent pas forcément la catastrophe complète. Ils commencent à intégrer le risque. Autrement dit, ce qui fait trembler l'économie mondiale, ce n'est pas seulement l'événement extrême. C'est la montée du doute. Et avec l'Iran, ce doute a une profondeur particulière. Parce que l'Iran n'agit pas dans un espace neutre. Il agit dans une région déjà saturée de rivalités militaires, de confrontations indirectes, de routes maritimes sous pression, de producteurs stratégiques, de présence américaine, de tensions entre puissances régionales, et de calculs permanents autour du pétrole et de la dissuasion. Dans un tel environnement, même une dégradation limitée peut produire 3 effets immédiats. Le premier, c'est la hausse de la prime de risque énergétique. Même sans blocage total, la simple perspective d'un passage maritime plus dangereux peut soutenir les cours du brut, faire monter les coûts de fret et renchérir l'assurance maritime. Le deuxième effet, c'est l'incertitude sur les volumes réellement disponibles. Même si tous les barils ne disparaissent pas du marché, la question devient immédiatement: combien de temps les flux resteront-ils fluides et à quel prix? Le troisième effet, c'est la contagion psychologique. Quand un nœud géopolitique majeur se tend, les marchés ne réévaluent pas seulement le pétrole. Ils réévaluent aussi l'inflation future, les marges des entreprises, la croissance, les décisions des banques centrales et le prix du risque dans son ensemble. Voilà ce qui se passe réellement. L'Iran ne menace pas seulement le système mondial par une logique de destruction. Il le menace par une logique de friction. Plus de peur, plus de coûts, plus d'assurance, plus de délais, plus de volatilité. Et donc, au bout de la chaîne, moins de visibilité pour tout le monde. C'est cela qui rend l'Iran si dangereux pour l'économie mondiale. Pas uniquement sa force brute, mais sa capacité à transformer un espace stratégique déjà tendu en machine à produire de l'incertitude mondiale. Pour comprendre cette mécanique, il faut maintenant suivre le choc dans ses 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'énergie. C'est la couche la plus visible, et aussi la plus immédiate. L'Iran ne pèse pas seulement par ce qu'il produit lui-même. Il pèse par sa proximité avec le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire l'un des points de passage les plus sensibles de la planète pour les hydrocarbures. Le problème n'est pas simplement qu'une partie du pétrole pourrait devenir plus chère. Le problème, c'est qu'une artère majeure du système énergétique mondial ne peut pas être remplacée facilement. Et cela suffit déjà à produire un premier effet économique. Même sans fermeture totale, la montée du risque fait grimper la prime de sécurité dans les prix. Le marché commence à payer non seulement le pétrole réel, mais aussi la possibilité que demain, le transport soit plus compliqué, plus lent, plus cher ou plus dangereux. L'énergie redevient alors une source d'inflation potentielle bien au-delà de la région. Le deuxième axe, c'est la circulation mondiale. C'est ici que beaucoup de gens sous-estiment le problème. Ils pensent souvent qu'une crise autour de l'Iran serait avant tout un sujet de producteurs, de raffineries ou de barils. Mais dans l'économie contemporaine, un choc géopolitique agit aussi comme un choc logistique. Quand une route maritime devient incertaine, tout le commerce mondial commence à se réorganiser. Les assureurs augmentent leurs tarifs. Les armateurs rallongent les itinéraires. Les délais de livraison s'étirent. Les coûts de fret deviennent plus volatiles. Et les chaînes d'approvisionnement, déjà tendues, deviennent encore moins prévisibles. C'est cela qu'il faut comprendre. L'Iran n'est pas seulement un risque pour l'énergie. Il est un risque pour la fluidité même du commerce mondial. Car si la région se crispe, le choc ne reste pas enfermé dans le Golfe. Il glisse vers les ports, les contrats, les délais, les coûts de transport, les importations industrielles, les biens intermédiaires, et finalement les prix payés ailleurs. Le troisième axe, c'est la transmission macroéconomique et financière. C'est le moment où le choc quitte la carte géopolitique pour entrer dans la vie économique réelle. Quand l'énergie se tend et que la logistique devient plus chère, les banques centrales regardent immédiatement un autre problème, l'inflation. Pas seulement l'inflation du mois prochain. L'inflation qui pourrait redevenir plus collante, plus importée, plus difficile à calmer. À partir de là, toute la chaîne se tend. Le pétrole peut remonter. Le fret peut rester cher.
Les entreprises voient leurs marges se contracter ou répercutent une partie du coût sur les prix. Les investisseurs réévaluent la croissance future. Les marchés obligataires réintègrent davantage de risques inflationnistes. Et les ménages, eux, ne retiennent qu'une chose, le soulagement espéré devient plus incertain. C'est exactement pour cela que l'Iran reste un nœud si dangereux. Parce qu'il relie trois fragilités mondiales dans un seul point de tension. L'énergie, la circulation et la stabilité macrofinancière. Et dans une économie mondiale déjà plus fragmentée, plus endettée, plus nerveuse, il n'est même pas nécessaire qu'un choc soit absolu pour devenir mondial. Il suffit qu'il soit assez crédible pour modifier les prix, les routes, les décisions et les anticipations. Et c'est là que le sujet cesse d'être lointain. Car une crise durable autour de l'Iran ne resterait pas un problème abstrait de cartes, de détroits et de barils. Elle finirait par revenir vers l'Europe, puis vers la France, puis vers la vie quotidienne. Le premier canal, c'est l'énergie. La France n'importe plus son pétrole de la même manière qu'autrefois, et l'Europe a appris à diversifier une partie de ses approvisionnements. Mais cela ne change pas le point essentiel. Les prix de l'énergie restent formés dans un marché mondial. Si la tension monte autour d'Ormuz, ce n'est pas seulement le Golfe qui paie. C'est l'ensemble des acheteurs qui subit un marché plus nerveux, plus cher, plus instable. Pour un pays comme la France, cela peut revenir sous forme de carburant plus coûteux, de pression sur les transports, de coûts logistiques plus élevés et de marges plus serrées dans toute une partie de l'économie réelle. Le deuxième canal, c'est le transport et les importations. Une Europe plus dépendante des flux mondiaux qu'elle ne le pense parfois reste vulnérable aux perturbations maritimes. Quand les routes se rallongent, quand l'assurance grimpe, quand le fret devient plus coûteux, ce ne sont pas seulement les grands groupes qui encaissent. Ce sont aussi les distributeurs, les industriels, les sous-traitants, les importateurs et finalement les consommateurs. Le troisième canal, c'est l'inflation importée. C'est ici que le choc devient social. Quand l'énergie remonte, tout ne monte pas au même rythme. Mais peu à peu, le surcoût se diffuse. Dans les livraisons, dans certains produits importés, dans les coûts de production, dans les billets d'avion, dans certaines factures, et surtout dans le sentiment général que le répit n'est jamais complet. Pour les ménages français, cela peut vouloir dire quelque chose de très concret. Faire le plein coûte plus. Se chauffer ou se déplacer pèse davantage. Certaines courses redeviennent plus tendues. Les petites entreprises locales voient leurs charges remonter. Et tout cela arrive souvent au moment exact où beaucoup espéraient enfin un desserrement sur les prix et sur les taux. Le quatrième canal, c'est la politique monétaire et le crédit. Si un choc énergétique réactive l'inflation, même partiellement, la Banque centrale européenne retrouve moins d'espace pour assouplir rapidement les conditions financières. Et cela change tout. Car à partir de là, le choc ne s'arrête plus à la pompe ou à la facture. Il touche aussi le crédit immobilier, le financement des entreprises, la confiance des ménages et la capacité générale de l'économie à respirer. Voilà pourquoi l'Iran reste un nœud si dangereux. Parce que la distance géographique ne protège pas contre une transmission économique rapide. Parce qu'un choc régional peut devenir une tension européenne. Et parce qu'en bout de chaîne, la géopolitique finit presque toujours par entrer dans le budget des gens ordinaires. Alors, quel est le verdict? L'Iran reste l'un des nœuds les plus dangereux de l'économie mondiale, non pas parce qu'il serait, à lui seul, le centre du système, mais parce qu'il est placé à l'endroit où le système devient fragile. Il se trouve au croisement de l'énergie, des routes maritimes, de la peur géopolitique, des coûts logistiques, de l'inflation importée et de la nervosité financière. Et dans un monde déjà plus tendu, plus endetté, plus polarisé, cela suffit largement à transformer une crise locale en choc mondial. C'est cela qu'il faut retenir. Le vrai danger iranien, pour l'économie mondiale, n'est pas seulement la guerre ouverte. C'est la capacité permanente de cette zone à rendre tout plus incertain. Le pétrole plus instable. Le commerce plus cher. Les banques centrales plus prudentes. Les marchés plus nerveux. Et la vie quotidienne plus vulnérable. À partir de là, 3 scénarios doivent être surveillés. Le premier, c'est le scénario de tension contenue. Pas de rupture totale. Pas de fermeture spectaculaire. Mais une région qui reste assez inflammable pour maintenir une prime de risque durable sur l'énergie et sur le transport. Dans ce cas, le monde ne s'effondre pas.
mais il paie plus cher pour continuer à fonctionner. Le deuxième, c'est le scénario de perturbation prolongée. Les incidents se multiplient. Les routes deviennent plus coûteuses. Les assureurs montent leurs prix. Les marchés réévaluent le risque. Et peu à peu, le choc se diffuse dans l'inflation, dans les coûts de production, dans le crédit et dans la croissance. C'est probablement le scénario le plus réaliste. Et peut-être aussi le plus dangereux, justement parce qu'il avance sans spectaculaire effondrement, mais avec une usure progressive du système. Le troisième, c'est le scénario de rupture majeure. Celui que tout le monde redoute, même quand personne ne veut vraiment y croire. Une escalade plus large. Un passage stratégique durablement paralysé. Une onde de choc brutal sur le pétrole, le fret, les marchés, la confiance et les économies importatrices. Dans ce cas, l'Iran ne serait plus seulement un problème régional. Il redeviendrait l'un des épicentres d'une crise économique mondiale. Et c'est précisément pour cela que ce sujet dépasse de très loin la seule question iranienne. Au fond, parler de l'Iran, c'est parler de la fragilité du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Un monde où quelques routes maritimes, quelques points d'étranglement et quelques foyers de tension suffisent encore à faire trembler les prix, les gouvernements, les banques centrales et les ménages. Si l'on veut comprendre l'économie mondiale, il ne faut donc pas regarder seulement où la richesse est produite. Il faut regarder où elle peut être bloquée. Et l'Iran reste, aujourd'hui encore, l'un de ces endroits. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à Failles du Monde. Ici, on ne regarde pas seulement les événements. On regarde les fissures qu'ils révèlent dans l'économie mondiale. Merci de nous avoir suivis. Pour une analyse plus approfondie des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à consulter nos dossiers exclusifs en ligne.